Oui, alors oui. Alors, merci à tous, comme de coutume, d'être venus nombreux pour cette soirée consacrée à l'économie radicale, à la philosophie économique. Et pour en savoir plus, eh bien, je vais passer évidemment la parole à Patrick Mardella, qui nous a fait l'honneur de venir présenter son ouvrage. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, sinon que je ne le connaissais pas, mais que j'ai entendu une excellente prestation sur une de nos radios publiques, où il affrontait le discours formaté et insipide que j'entends continuellement de la part des prétendus économistes, universitaires du moins, un milieu dont il fait d'ailleurs partie, et où son travail, qui va donc nous présenter, bien que l'orientation de départ soit pas du tout celle que les habitués de la librairie connaissent, je ne pense pas qu'il se revendique marxiste ou quoi que ce soit relevant du stalinisme bien connu de la librairie Tropique, mais si je fais très rarement des rencontres autour d'ouvrages consacrés à l'économie politique, c'est que justement, pour moi, depuis 50 ans et plus, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main en France comme chose utile et intéressante et surtout instructive. Or, précisément, c'est le cas du livre et du travail que je vais demander donc tout de suite à Patrick Mardella de nous présenter. Merci pour cette introduction et je vous remercie aussi d'être venus nombreux, je suis impressionné, pour discuter de ce livre dont je rappelle le titre, Économie radicale, et qui porte en sous-titre Philosophie économique du don, de la pauvreté et de la richesse. Et les trois termes et l'ordre des trois termes me semble important. J'y reviendrai peut-être ou à l'occasion de questions qui suivront. Je suis économiste et philosophe. J'ai une formation dans les deux disciplines et je suis professeur d'économie, professeur d'université d'économie. Alors dans un lieu qui n'a pas vos faveurs ici. Nous ne sommes pas dogmatiques. À Sciences Po. La preuve. Alors Sciences Po en province, évidemment, donc c'est pas tout à fait pareil. À Sciences Po, grave. C'est moins grave, voilà. On est un peu moins marqué. Où j'enseigne et je dirige un master de philosophie politique et économie. Et ce livre que j'ai mis, je dois le dire humblement, une dizaine d'années à écrire, en fait c'est le fruit aussi de un peu plus de 35 ans d'enseignement universitaire, où j'ai pu me rendre compte, et les choses vont en s'aggravant, je dirais, me rendre compte de la difficulté à enseigner l'économie aux étudiants, parce que ils ne se retrouvent pas dans ces enseignements ou ne reconnaissent pas la réalité dans laquelle nous vivons à travers ces enseignements. La science économique aujourd'hui, telle qu'elle est enseignée dans le monde universitaire, telle qu'on la trouve dans les revues académiques, est assez étrange pour celui qui voudrait s'y retrouver et comprendre le fonctionnement de nos sociétés. Et c'est à la suite de ce constat, somme toute très très banal, parce que les étudiants l'ont fait bien avant moi, que j'ai pensé écrire ce livre. Autre chose qui m'a conduit à l'écriture de ce livre, c'est le fait que nos disciplines dans le monde universitaire sont en silo et ne dialoguent pas entre elles. Les économistes méprisent... je le dis parce que je suis évidemment dans ce milieu et je pratique beaucoup les économistes, et il y en a quelques-uns ici qui pourront probablement attester de ce que je vais dire. Les économistes méprisent les sociologues, la science politique, l'histoire, ils n'ont Dieu que pour la formalisation, la modélisation, et ils prétendent avoir
la seule discipline scientifique, réellement scientifique du monde social. Ils n'entendent plus parler de philosophie, et même l'histoire de la discipline elle-même est un peu en perte de vitesse, elle est oubliée. Je pense que je dois faire partie de l'espèce des dinosaures, à encore défendre l'histoire de la pensée économique. Il me semble très important de continuer à se retourner sur le passé de cette discipline et ce qu'on appelle encore les grands auteurs ont pu dire dans le passé du fonctionnement d'une économie ou de ce qu'est une économie. Et entre autres, ce que les économistes ont oublié, c'est que ils ont une vie commune ancienne, mais très importante et très longue, avec la philosophie. L'économie est née de la philosophie, comme d'ailleurs la plupart des sciences et des sciences sociales en particulier. Un troisième élément aussi qui m'a fait écrire ce livre, c'est que je côtoie beaucoup de philosophes. Il se trouve que j'enseigne aussi à la faculté de philosophie de l'université de Lille. Et je lis beaucoup, évidemment, de philosophes. Et quand les philosophes parlent de l'économie, c'est très, très décevant. Très, très décevant. Je confirme. Mais la réciproque est vraie aussi. Oui, bien sûr. Les philosophes, alors c'était le cas déjà, là vous devez connaître ce milieu-là, les althusériens parlaient de l'économie sans connaître l'économie, et sans connaître non plus la production savante des économistes. Je ne dis pas qu'il faut la suivre, mais pour bien la critiquer, il faut la connaître. Et sans connaître non plus la philosophie de Marx d'ailleurs, je parle des althusériens. Oui. Et aujourd'hui encore, par exemple, les Derridiens font de la déconstruction de l'économie. J'ai participé il n'y a pas très longtemps à un séminaire. On fait de la déconstruction de l'économie. Ça existe encore, ça. Oui, mais sans connaître la science économique elle-même, sans connaître les discours des économistes sur l'économie. Ce qui est tout de même décevant. Évidemment, comme je vous l'ai expliqué, de mon point de vue, qui ai vécu l'économie réelle, le discours des économistes sur l'économie est totalement décalé de l'économie elle-même, aussi, en plus, indépendamment de la problématique que vous avez soulevée. Oui. Donc voilà en gros les trois motifs ou raisons qui m'ont conduit à écrire ce livre. Et quand je me suis lancé dans cette écriture, en fait, je ne m'attendais pas à rencontrer les difficultés que j'ai rencontrées, ce qui explique le temps que j'y ai mis. Et entre autres, je pense que philosophiquement, mon camp de base, effectivement, c'est pas celui que vous avez présenté et qui vous définit. Pour moi, c'est plutôt la phénoménologie, qui est un mouvement philosophique qui est né au tournant du XXe siècle. Et entre autres, le fondateur, Husserl. Alors je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, mais je pourrais en parler. Et en particulier, un livre très important, qui est le dernier, qui est publié de manière posthume, c'est les conférences de 1935-1937, qu'il a fait à Prague puis à Vienne, à une époque où il était banni de l'université allemande parce que juif. Parce que juif, oui. Bien que converti au protestantisme, mais on lui a... Banni surtout par Heidegger, dont il avait été le professeur. Heidegger était son assistant. Et ce livre s'appelle La Crisis. En général, on donne que le premier mot. C'est la crise des sciences européennes et l'humanité transcendantale. C'est le titre complet. Bon, c'est un peu compliqué. Mais lui s'interroge sur les raisons de la crise de son temps. Et la crise de son temps n'est pas la crise de notre temps. La crise de son temps, c'est la crise de l'humanité, en quelque sorte. Le fait que un pouvoir, arrive au pouvoir les nazis qui vont découper dans l'humanité ceux qui en font partie, ceux qui n'en font pas partie, et puis qui vont traiter une partie de l'humanité comme de simples faits. Il emploie l'expression de faits, réduction à une humanité de faits, pour pouvoir l'exterminer. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle Husserl, qui, il faut bien le dire, était plutôt un penseur dans des sphères très très éloignées de la réalité sociale. Il est venu des mathématiques, il était lui-même assistant d'un grand mathématicien allemand, et puis il s'est intéressé à des questions de logique, des idéalités. Et là, en quelque sorte, il a été rattrapé par les faits, et il a commencé à réfléchir à ça. Évidemment, il a pu développer toute sa phénoménologie et tous les concepts qu'il avait mis en place pour essayer de comprendre comment on en était arrivé là. Comment on en était arrivé dans ce qu'il considérait lui-même comme étant la pointe acérée, la plus avancée de la civilisation, parce qu'il pensait comme ça, l'Europe, comment on avait pu arriver en Europe à, finalement, là où la population pour lui était la plus cultivée, à la plus grande barbarie. Ça, c'est une sorte d'énigme qu'il cherche
à comprendre, et il voit l'origine de cela dans les sciences, dans la manière dont les sciences se sont refondées ou reconstituées au moment de la Renaissance et des Lumières, vers ce qu'on appelle le rationalisme positiviste. Et dans le cadre de cette critique, il va beaucoup mobiliser la notion qu'il n'a pas fondée, il l'a empruntée à Wilhelm Dilthey, mais il va lui donner une couverture beaucoup plus importante, la Lebenswelt en allemand, qui veut dire, c'est deux mots qui sont associés, qui veut dire le monde de la vie. En fait, c'est assez compliqué à traduire, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais le monde de la vie. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que les sciences se sont développées, les sciences modernes, qui sont d'abord des sciences de la nature pour lui, mais il inclut par la suite les sciences sociales qu'il ne connaît pas bien, et surtout il ignore complètement l'économie. Les sciences modernes se sont développées sur fond, évidemment, de notre expérience du monde, et elles en sont affranchies, sans ne plus jamais revenir sur les questions pratiques du monde, de notre vie dans le monde. Et ces sciences reconfigurent la réalité d'une manière qui est totalement étrangère à l'humain et qui amène précisément à traiter l'humain comme une humanité de fait, pour reprendre la formule qu'il a employée dans cet ouvrage. Et ce qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai vraiment été formé à la lecture de Husserl pendant mes études, c'est que Husserl ne parle jamais d'économie. C'est vraiment tout à fait frappant, et je me suis posé la question de savoir, mais comment est-il possible qu'après Marx, il vient à peu près, il est né à peu près au moment, il est un peu plus tôt dans les dernières années de la vie de Marx, comment il peut faire une critique de la civilisation moderne en oubliant l'économie. Ça m'a paru un oubli, beaucoup plus important que l'oubli de l'être chez Heidegger. Il y a un oubli de l'économie. Et c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas propre à Husserl. Quand on regarde et qu'on lit les philosophes, ils oublient l'économie. Ils oublient l'économie, or je considère qu'il faut partir de l'économie. Non pas que je veuille tout ramener à ma discipline, parce que précisément, ce n'est pas l'économie de ma discipline dont il faut partir. C'est une autre économie qu'il faut retrouver. Alors, du coup, moi, j'élargis en quelque sorte la critique, parce que la crise amène la critique, c'est la même racine, la crise amène la critique. J'élargis le constat de crise. Aujourd'hui, pas besoin d'être avocat pour parler de crise, et en particulier celle qui s'est ajoutée à l'époque de Husserl, c'est la crise évidemment de l'environnement, des conditions d'existence sur cette terre, la dégradation des conditions de vie qui accélère à grands pas, qui à mon avis résume tout. Et cette crise, je pense qu'elle a une grande part de son origine ou de ses causes dans la manière dont l'économie s'est constituée. J'entends l'économie, là, pour le coup, dans laquelle nous vivons, le capitalisme. Mais comme le capitalisme a largement été forgé aussi par des concepts, des notions, des théories que les économistes ont mis au point, il y a évidemment il y a une performativité du discours des économistes qui est incontestable, et il y a du coup aussi une manière dont l'économie s'est forgée, qui a été impulsée, entre autres, par les représentations des économistes. Je ne dis pas que tout vient des économistes, bien évidemment, il y a aussi la technique, etc., mais tout ça se comprend à l'intérieur de ce cadre, je dirais. Et dernière chose, avant que j'entre vraiment dans le livre, dernière chose que je voudrais souligner aussi, c'est que quand on lit les ouvrages des économistes, on ne s'y retrouve pas. Personne, je crois, ici, n'a eu le sentiment un jour de se retrouver au milieu d'un marché walrasien. Je m'adresse là avec quelques économistes que je vois dans la salle. Personne ne s'est trouvé au milieu d'un marché walrasien, ça n'existe pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. Et aucun d'entre nous n'a eu le sentiment d'être pris dans des équations. L'économie que nous vivons n'est pas l'économie que les économistes saisissent dans les modèles. Et nous ne pouvons pas faire l'impasse de l'économie. Il n'y a pas de vie en dehors de l'économie. Je dis quelque chose là de très, très simple et qui me paraît tout à fait évident. Toute vie s'inscrit dans une économie. Et il y a plusieurs niveaux d'économie.
le niveau qu'appréhendent les économistes est un niveau extrêmement abstrait de relations qui n'ont d'existence qu'à travers les concepts qu'ils ont eux-mêmes forgés, parce que sinon ces relations n'existent pas. Et nous, simples gens que nous sommes, nous vivons l'économie à un tout autre étage, j'appelle ça le sol, un tout autre étage, où les rapports sont très très différents. Donc voilà en gros ce que j'essaye de dire. Donc il y a une difficulté méthodologique, c'est les deux premières parties de mon livre, qui consistent à essayer de retrouver ce sol. C'est pas facile parce que, en fait, nous avons ces lunettes ou cette grille de lecture et à chaque acte économique correspondent des notions chez les économistes, à chaque fait économique correspondent des indicateurs ou des statistiques, et donc nous sommes envahis de ce discours et ça nous fait barrage à ce que nous vivons comme agents économiques. Alors, donc ce que je fais, c'est de la philosophie économique que je distingue de la science économique. La science économique, c'est une science de gouvernement. Elle est faite pour le gouvernement. C'est pas le premier, mais l'un des grands noms de notre discipline, c'est Adam Smith. Et Adam Smith le disait, c'est une science de législateur. C'est une science de gouvernement, ou de la gouvernementalité, dirait Foucault. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle propose des moyens d'action, de l'action publique. Elle vient justifier l'action publique dans les différentes dimensions, avec ces notions, etc. Là, et en réponse à des problèmes qui sont identifiés d'ailleurs très souvent par les économistes eux-mêmes. Donc en fait, c'est un petit peu les pompiers incendiaires, hein, c'est eux qui définissent les problèmes à travers les concepts qu'ils ont mis au point, et c'est ensuite eux qui apportent les supposées solutions aux problèmes qu'ils ont identifiés à travers leurs concepts. La philosophie économique ne répond pas à des problèmes. Si elle est philosophie, la conception que j'ai de la philosophie, c'est qu'elle n'est pas résolution de problèmes. La philosophie, pour moi, est d'abord recherche du sens. C'est tout à fait autre chose, ou accueil du sens. Et donc, je n'apporte pas de réponse aux inégalités. Il y a d'autres gens qui le font. Je n'apporte pas de réponse au chômage, je n'apporte pas de réponse à l'inflation ou à la dette. Ce ne sont pas des questions qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est comment rapatrier l'économie dans notre humanité. Et ça, je l'ai appris d'un professeur auquel je rends hommage dans le livre, mais je l'ai appris de la lecture d'Aristote. Aristote, c'est le premier philosophe de l'économiste. Et Aristote est la plus grande référence de Marx. C'est le premier philosophe économiste. D'abord, c'est lui qui a le premier accordé une attention à l'économie en tant qu'objet. Il y a évidemment des passages sur l'économie dans les lois de Platon, dans La République. La République, c'est un ouvrage où il est beaucoup question d'économie. Mais l'enjeu de Platon, c'est le bien, c'est le beau et c'est la politique. C'est pas l'économie. Chez Aristote, l'économie présente un intérêt en soi. Le livre 1 de la politique est consacré à l'économie, et une définition de l'économie, et une distinction entre deux types d'économie, et puis évidemment dans l'éthique à Nicomaque, toutes les questions sur la justice dans l'échange qui sont abordées au livre 5, c'est de l'économie aussi. Et le premier philosophe économiste, eh bien il a une critique à adresser à son grand maître, Platon. Donc d'une certaine manière, on revit des choses qui se sont vécues à différentes étapes de l'histoire de la pensée économique, c'est qu'on retourne à la philosophie économique, toujours de manière critique évidemment, sur fond d'une crise. Inutile de vous dire que l'époque de Platon et d'Aristote, la démocratie athénienne est en crise. On va retrouver ça avec Thomas et son siècle. On retrouve ça, bien évidemment, avec la mise en place du capitalisme et, disons, de Smith à Marx, et puis on a ça à nouveau aujourd'hui. Et ce qui m'a profondément marqué chez Aristote, c'est pas du tout original ce que je vais vous dire, Marx l'a très très bien vu, c'est que là où chez Platon il n'y a qu'une économie, et où l'économie est mauvaise, l'économie est la source de notre malheur, et la politique consiste à contenir et à protéger la cité et les valeurs publiques de l'économie, du marchand et de la richesse. Chez Aristote, tout au contraire, il y a deux économies. Il y a une économie qui est naturelle,
naturel, non pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui, comme si ça poussait comme les champignons sur les arbres, sur les troncs des arbres. Naturel au sens où c'est ce qui correspond à son essence. C'est ce qui correspond à l'essence même de l'économie. C'est en fait ce qu'il appelle l'économie domestique. L'économie naturelle, c'est l'économie domestique. Cette économie n'a pas disparu. C'est ça qui est frappant. Elle n'a pas disparu, mais pour les économistes, ça n'existe plus. Et puis, il y a l'autre économie qu'il qualifie de mauvaise économique, ou plutôt que les commentateurs vont qualifier de mauvaise économie, qui est l'économie qu'il appelle crématistique. Alors, crématistique, en fait, c'est un terme assez simple, hein, qui veut dire enrichissement, ou acquisition plutôt même. La guerre fait partie de la crématistique, la chasse fait partie de la crématistique, la pêche, l'acquisition, l'achat-vente, tout ça, ça relève de la crématistique. Mais tant que l'économie est sous l'éthique du bien propre, quand je dis propre, c'est parce que c'est en lien avec la propriété, la demeure, tant que l'économie est sous l'éthique du bien propre à la maison, la crématistique a sa fin, elle a sa limite, et elle a aussi sa mesure, et c'est une mesure éthique. Quand l'économie est crématistique et déborde pour s'étendre dans la cité, et surtout après dans les royaumes et puis les nations, hein, le titre du livre d'Adam Smith dont je parlais tout à l'heure, c'est la richesse des nations, donc c'est plus du tout la richesse domestique, c'est la richesse des nations. À ce moment-là, il n'y a plus de mesures naturelles, et surtout il n'y a plus de mesures éthiques. Il n'y a rien qui vient contenir la progression ou l'expansion ou la croissance de la richesse. Il n'y a aucune limite. Et là, l'économie est placée uniquement sous l'État et sous des mesures techniques. Donc en quelque sorte, on pourrait dire que ce que Aristote m'a fait comprendre, et que j'ai aussi compris à travers la lecture marxienne d'Aristote, et que je développe ici, c'est qu'il y a une économie éthique qui a ses mesures internes. Ces mesures intérieures, ce sont des mesures éthiques, et les mesures éthiques signifient toujours que ce sont des mesures qui s'expriment dans des jugements, dans des évaluations, et évidemment dans du langage. Donc c'est une économie qui a son langage, et où les mots importent beaucoup, et où il convient de s'accorder, et d'accorder les jugements. Rien n'est défini préalablement. Par exemple, bon, je développe des choses sur la monnaie et sur les prix. Chez Aristote, on continue à avoir des ouvrages qui sortent sur l'économie d'Aristote, notamment dans le monde anglo-saxon. En France, un peu moins. Ils racontent n'importe quoi dans le monde anglo-saxon. Ils ne comprennent pas Aristote. Les prix chez Aristote et la monnaie chez Aristote ne sont pas prédéfinis. Il n'y a pas un marché. Et la monnaie n'a pas un pouvoir d'achat. Et on ne calcule pas le pouvoir d'achat, comme le font les économistes aujourd'hui, en disant que c'est l'inverse du niveau général des prix. Il n'y a pas de niveau général des prix, ça n'a aucun sens chez Aristote. En fait, à chaque fois qu'il y a échange, il y a rencontre. Et quand il y a rencontre de jugement, de personnes, de besoins. Et la monnaie n'est là que pour parler dans des mesures quantitatives le langage des besoins. Donc en fait, ce qui est très important chez Aristote, quand il y a une rencontre en vue d'un échange, c'est l'accord des jugements. L'accord des jugements, ce qui suppose d'entendre l'autre, d'entendre le besoin de l'autre, et ensuite la monnaie ne vient que donner une portée publique, parce que le prix évidemment devient public, une portée publique à un prix qui est privé. Et évidemment, personnes différentes, prix différents, y compris si c'est le même bien qui entre dans l'échange. Alors que dans l'économie crématistique, il en va tout autrement, il n'y a plus du tout de mesures éthiques. Les mesures sont techniques. C'est l'État qui tient les comptes. On ne le dit pas, mais en fait, tout le système bancaire repose sur une comptabilité qui remonte à la Banque centrale, il y a un spécialiste des banques centrales, qui remonte à la Banque centrale, et tout repose en fait sur les comptes publics et sur l'usage de la monnaie et la définition de la monnaie. Et c'est dans cette unité, cette quantité qui est imposée avec son pouvoir d'achat qui est connu, qui est connu parce que les prix sont fixés, alors les prix bougent, mais ça c'est un problème mécanique, que les prix s'imposent, et donc nous sommes saisis, nous comme agents économiques, par les économistes, nous sommes saisis dans des rapports
qui sont définis mécaniquement par le marché, qui sont des rapports quantitatifs sous une mesure monétaire. Et donc, nous ne sommes que nous sommes définis par notre pouvoir d'achat, hein, c'est-à-dire notre droit de retrait sur la quantité qui est produite au quotidien. Il n'y a pas de limite dans cette économie. Il y a bien une mesure technique, hein, mais cette mesure technique a perdu le sens de la mesure, si je puis dire. Elle est strictement... c'est un étalon, c'est une métrique, voilà, je cherchais le terme, hein, ça vient du grec, hein, le métron, qui est la mesure en grec. C'est une métrique, mais ce n'est plus une mesure au sens où on dira de quelqu'un qu'il est mesuré dans ses propos, qu'il est mesuré dans ses jugements, donc qui reste dans la mesure, si vous voulez, dans la juste et bonne mesure. Avec la mesure technique, eh bien, la mesure n'est plus qu'une métrique, elle ne vient plus accorder les jugements et les évaluations. Donc il y a une bonne et une mauvaise économie. Je pense qu'il y a deux types d'économie. Si vous regardez les penseurs grecs, quand il est question de régime politique, en général, ils en identifient 4 ou 5. Pour l'économie, c'est un peu plus simple, il n'y en a que 2. Et c'est pas parce que nous avons eu des institutions qui se sont succédées dans l'histoire, qui sont évidemment venues donner à l'histoire économique sa matière, et qui fait que, évidemment, l'économie médiévale n'est pas l'économie de la Renaissance, qui n'est pas l'économie du capitalisme industriel du 19e ou l'économie du capitalisme financier globalisé d'aujourd'hui. Évidemment, on a là des économies qui sont différentes par les institutions, mais le type fondamental de l'économie, à savoir quelle est la nature des mesures qui sont employées, reste divisé en deux. Des mesures éthiques, qui sont celles auxquelles nous nous rapportons, nous, dans notre vie quotidienne. Quand nous sommes en famille, quand nous sommes avec des amis, quand nous allons au restaurant, quand nous discutons ici entre nous d'un livre, nous partageons des mesures éthiques. On se dit, c'est bien, c'est mal, d'ailleurs vous allez me poser des questions, et il va falloir que je réponde, donc on va essayer de s'accorder. On est là dans l'ajustement de nos jugements, de nos évaluations, et tout ça se fait dans le langage de la parole. Dans l'économie crématistique, dont le nom est aujourd'hui l'économie capitaliste, hein, ce n'est que le nom moderne de cette économie qui avait été identifiée par Aristote, eh bien, il n'est plus besoin de discuter. Hein, bon, y a une célèbre phrase de Turgot, grand économiste physiocrate dissident du XVIIIe siècle, c'est celui qui a libéré les prix des grains, entre parenthèses. On lui doit donc la Révolution française, puisque c'est ça qui a foutu le bordel, excusez-moi de le dire comme ça. Hein. En libéralisant les prix, évidemment, le prix du pain a augmenté, et puis bon, on a eu la Révolution. Turgot a dit « la concurrence fait le prix juste ». Formule magnifique, dans sa concision. La concurrence fait le prix juste, ça veut dire que concentrons-nous sur les mécanismes de la concurrence, comment on va mettre en place des marchés concurrentiels, et tout sera fait. Il n'y a plus besoin de discuter. Personne ne discute les prix. Si on va au restaurant en face, je ne sais pas s'il y a un restaurant en face, mais si on va au restaurant dans la rue, on prend la carte et on paye. Si on n'est pas d'accord, on s'en va, mais on ne va pas commencer à commander le steak frites et puis à dire moi je ne paye pas 12 €, je le veux à 11. Parce qu'on va se faire sortir. On ne procède plus par échange de paroles. Le langage est... ce n'est plus le langage vivant que nous utilisons au quotidien. Le langage ce sont des règlements, ce sont des codes qui sont fixés par la mécanique marchande, c'est tout. Donc on a toujours ces deux économies. Les habillages institutionnels ne changent rien. Et alors, ce qui m'importe, c'est d'abord de dire que l'économie éthique, on peut l'appeler aussi morale, ça ne me gêne pas, l'économie éthique et l'économie morale n'a pas disparu. C'est celle qui nous donne la force critique pour pouvoir dénoncer, critiquer l'économie capitaliste, ses injustices, ses inégalités, etc. Et je n'ai fait que, je pense, ici, dans ce livre, essayer de mettre en forme les critiques que j'entends, de mes étudiants, des gens avec qui je discute, philosophes. Je change un petit peu, mais ça reste dans la même continuité, la même lignée. Et ce que je voudrais dire, c'est que
la méthode phénoménologique que j'ai mise en œuvre, alors, qui est tout à fait étrangère à ce que font les économistes. Les économistes ne connaissent pas Husserl, ils ne connaissent pas la phénoménologie de manière générale. La seule philosophie que les économistes connaissent un peu, c'est la philosophie analytique, une certaine philosophie analytique, je dirais. Ils ne connaissent pas la phénoménologie et Husserl. Quand on pratique cette méthode phénoménologique de la réduction, qui essaye de nous faire aller aux choses mêmes, hein, c'était le mot d'ordre de la philosophie de Husserl, zu den Sachen selbst, retourner aux choses elles-mêmes, aux choses mêmes. Quand on revient aux choses elles-mêmes de la vie, on tombe sur quelque chose qui est une sorte de point de départ, qui est tout à fait étranger au point de départ des économistes. Quel est le point de départ des économistes? Vous ouvrez n'importe quel manuel, enfin peut-être un peu moins aujourd'hui, mais le point de départ des économistes, c'est la rareté. La rareté, le manque. Alors si on veut développer un petit peu ces termes, la rareté, le manque, c'est aussi les insuffisances, c'est aussi la pauvreté, les malheurs associés à la pauvreté. Et tout le discours des économistes est justifié là-dessus, est justifié sur ce point de départ, dont je pense celui qui a donné le récit le plus complet est Hobbes, hein, dans l'état de nature, au début dans le Léviathan, quand il décrit l'état de nature, c'est assez remarquable, c'est assez impressionnant. Il donne le point de départ de la science économique. Il nous dit, voilà, à l'état de nature, nous sommes dans un monde qui est marqué par la rareté, par la misère, il emploie le terme de misérable, par la brièveté de la vie, il dit même que nous avons une vie quasi animale, hein, c'est une citation qui me revient comme ça, et les hommes, du coup, sont dans la guerre. Hein. Donc en fait, c'est une raison économique qui fait que nous sommes dans la guerre. C'est parce que nous n'avons pas assez, c'est parce que ce monde est inadapté aux humains que nous sommes dans une guerre qui... dans le langage un peu plus policé des économistes, s'appellera la compétition ou la concurrence. Hein. Et du coup, les économistes vont construire un récit, qui est le cœur, le noyau du discours que tiennent les économistes, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, on va pouvoir s'en sortir. Il faut simplement être rationnel, efficace, calculateur... maximisateur, hein, et on va pouvoir sortir de cet état de nature. Alors évidemment, il faut que l'État soit déjà là, mais c'est une histoire de contrat. Une fois que le contrat social est fait, eh bien, les économistes vont apporter les moyens pour sortir de la misère et de la pauvreté. Ils vont construire tout un discours qui, ça va mettre 2 siècles à être construit et être consolidé de manière assez cohérente, constitue le discours de ce que Rosan Vallon a très justement appelé le capitalisme utopique, dans un livre assez ancien de cet auteur. Le capitalisme utopique, c'est la promesse de la richesse des nations, hein, croissance généralisée, prospérité pour tous, bonheur, puisque le bonheur est associé à l'éloignement du malheur, et comme c'est la pauvreté, bon, quand on s'éloigne du malheur, eh bien, on n'est pas vraiment heureux, mais il s'agit de mettre la distance la plus grande entre nous et les origines, et puis tout ça se fera dans une certaine idée de la justice, hein, qui est la concurrence fait le prix juste. Donc ils réussissent, ils nous ont vendu un discours extraordinaire. Hein. On va concilier et réaliser la prospérité, le bonheur, dans la justice. Alors, le bonheur, ils appellent ça le bien-être, les anglo-saxons, hein, le welfare, c'est la même chose. Quand on regarde bien, c'est à peu près la même chose. Or, quand on fait le travail de réduction phénoménologique à partir de Husserl, qui lui ne s'est pas du tout intéressé à l'économie, en fait on tombe sur quelque chose de tout à fait différent. Et ça, je l'ai trouvé chez Lévinas, qui est mon autre très grande référence dans ce livre. Vous voyez, bon, alors Marx, mes 3 références, c'est Husserl, Lévinas et Marx. Totalement hétérogène. Totalement hétérogène, évidemment. Je dirais même contradictoire, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Mon Marx, c'est le jeune. Qui est le même que le vieux. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas ce que les Althussériens ont dit, mais c'est vrai. Oui, mais je suis d'accord. Vous savez ce que nous pensons d'Althusser à rien avant d'être Althusser trop fort. Donc, Lévinas, qui est un phénoménologue, qui est celui qui a en gros introduit Husserl en France. Hein,
il a traduit, enfin il a co-traduit les méditations cartésiennes, conférence de 29 à la Sorbonne, et puis il a fait la première thèse sur Husserl en français, je crois, Théorie de l'intuition, chez Husserl et Heidegger. Son dossier est lourd, hein, à nos yeux. Peut-être. Lévinas, dans Totalité infinie, qui est son grand livre de 1961, la deuxième partie de ce livre s'appelle l'intériorité. Totalité infinie, en fait, c'est l'ennemi, si vous voulez, c'est Hegel, hein, je le dis quand même, c'est Hegel, c'est-à-dire la totalité, le philosophe de la totalité. L'infini. Donc totalitaire. Ça, c'est l'interprétation moderne. Hein. Pardonnez-moi. Oui, mais c'est pas Lévinas, il n'est pas aussi caricatural. Chez Lévinas... Mais il est aussi à côté de la plaque. Chez Lévinas, il faut sortir de la totalité. Et la sortie de la totalité se fait par l'infini. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. C'est dans l'intériorité, en fait, c'est un chapitre qui fait à peu près le tiers de l'ouvrage, et ce tiers de l'ouvrage est en fait consacré à l'économie. Alors, les économistes sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas lu Lévinas. Et puis quand je donne ça à un économiste, il lit ça, il se dit mais c'est d'une naïveté confondante. Il nous parle de la maison, hein, c'est la demeure, il nous parle de vivre de ses besoins, de l'Ilia. Donc pour un économiste, c'est très déroutant de lire ça. Mais en fait, quand on est familier du vocabulaire phénoménologique et que on lit ça, on se rend compte qu'il parle d'une économie qui n'est pas l'économie du monde au sens où j'ai parlé jusque-là de l'économie éthique et de l'économie politique, ou de l'économie éthique et de la climatistique, mais qui est une économie que je considère comme l'économie du don. L'économie du don, c'est le premier mot dans mon sous-titre, philosophie économique du don. Ça commence par le don. Ceci m'a beaucoup frappé parce que Jean-Luc Marion, alors qu'il doit être une autre de vos bêtes noires, mais Jean-Luc Marion... Pas particulièrement. Bon, d'accord. Jean-Luc Marion... Je suis d'abord cartésien, vous savez. Ah bon, c'est un très grand lecteur. Lui, il n'est pas tellement, à mon avis. Mais c'est un très grand lecteur. Pas davantage que Husserl dans ses méditations cartésiennes, Romain. Oui, très grand lecteur de Descartes, quand même, Jean-Luc Marion. Ah oui, il a beaucoup lu. Oui. Il a beaucoup écrit aussi. Il n'a pas compris grand-chose. Alors... Comme beaucoup de marxistes à propos de Marx, ou de pseudo-hegeliens à propos de Hegel, etc. D'accord. Mais... Et pourtant, Descartes, c'est clair. Hein. Distinct. Jean-Luc Marion, dans Étant donné, qui est un très très grand livre sur le don, à un moment donné, dit « l'économie fait l'économie du don ». Il veut dire par là que l'économie ne sait pas parler du don, et le don est au plus loin de ce qu'est l'économie, de ce que l'économie peut dire. Puisque l'économie suppose l'équivalence, l'économie suppose la réciprocité, l'économie suppose l'égalité, et donc on est dans le registre de ce que Lévinas appellerait le même, si vous voulez, et donc elle est impropre pour pouvoir parler du don. Et donc le don chez lui est quelque chose d'assez abstrait, d'assez nébuleux et métaphysique, et je trouve que grâce à Lévinas, il est possible de penser et de concevoir une économie du don. Alors, concevoir, j'aurais pas dû employer ce mot, mais je vais un peu vite. Il est possible de penser une économie du don. Il y a une économie du don. Et alors, ça change tout. Ça change tout parce que on ne part plus du manque, de la pauvreté, du besoin, du malheur, mais on parle du fait d'être comblé, d'une certaine manière. J'ai mis en exergue à mon livre, j'ai mis quatre citations. Il y en a une de Lévinas que je trouve très très belle. Hein. À l'origine, il y a un être comblé, un citoyen du paradis. Et puis il y en a une de Calvin, donc je fais des références un peu éclectiques aussi. Calvin. Oh non, ainsi, elles sont assez homogènes. Ainsi, oui, elles sont homogènes, c'est vrai. Ainsi, l'homme était riche avant que de naître. Je pense que notre économie crématistique, elle s'explique et elle se justifie par le point de départ hobbésien. Le manque, le défaut, l'inhospitalité du monde, la pauvreté, le malheur, qu'il s'agit de fuir. Et il y a quelque chose que je ne vais pas développer ici, mais dans cette économie-là, il y a quelque chose d'assez gnostique. Et avec Lévinas et la phénoménologie, on peut construire, et Marx, entre parenthèses, et Marx, on peut comprendre que il y a une plénitude. Il y a une plénitude. Ce monde ne nous est pas étranger, c'est nous qui nous le rendons étranger.
précisément par le capitalisme, et par la fiction initiale de Hobbes. Mais sinon, ce monde ne nous est pas étranger, ce monde nous est beaucoup plus accueillant que nous ne le pensons. À un moment donné, j'ai une citation aussi là-dessus. Le monde, finalement, est très conciliant à l'humanité et à ce que nous lui faisons. Il faut changer d'économie. Je ne vais pas être plus long. Il faut changer d'économie. Il faut repartir d'une économie du don pour repenser la richesse et aussi comprendre que tous les discours d'économie politique ont échoué sur la figure du pauvre. Le pauvre et la pauvreté. Je n'en ai pas beaucoup parlé. Il faudrait que je revienne. Parce que c'est le cœur de mon livre. Point que je souhaite que vous développiez un tout petit peu, parce que c'est un des points, parmi les nombreux points intéressants, même s'il y a énormément de divergences avec ce que nous pensons, la manière dont vous posez le problème, le débat, la question de l'économie politique et de son histoire, parce que c'est ça quand même le contenu du livre, c'est une remarquable histoire de la pensée économique aussi, d'un point de vue philosophique. On est d'accord ou pas d'accord, il y a une description absolument impeccable, y compris historique, chronologique, de la manière dont tout ça se construit. Et une des choses qui m'avait beaucoup intéressé et surpris, c'est que vous avez ramené ça à des fondamentaux, c'est que il y a des riches, il y a des pauvres, et en dépit de ce que racontait Calvin, ce n'est pas l'effet de la prédestination. La plupart des individus de l'humanité ont fini par s'en apercevoir. Donc, voilà, j'en ai trop dit déjà. Je vous invite à développer un tout petit peu. Un débat théologique autour de Calvin, parce que la prédestination, c'est un peu autre chose. On n'est pas prédestiné à être riche et pauvre. Dieu l'a voulu, quand même. C'est bien ça. Et c'est à l'origine du succès, comme dirait Todd, des valeurs qu'on a oubliées, les valeurs du protestantisme. Parmi les âneries qu'on a entendues dernièrement, il y avait celle-là. Alors, revenons donc aux pauvres. Il y a des riches, il y a des pauvres, et c'est quand même ce qui explique que ça pose des problèmes de gouvernement, d'organisation des sociétés, et qu'une bonne partie de l'économie politique trouve son origine là-dedans. C'est-à-dire que... Je parle sous votre contrôle. Oui, non, c'est juste que l'économie, comme je l'ai dit, il y a une fiction à l'origine de notre modernité, qui a été magistralement mise en récit par Hobbes. Et cette fiction, c'est que nous sommes pauvres et que nous devons tout mettre en œuvre pour nous sortir de ce malheur de la pauvreté. Et donc, il y a une dénonciation de la pauvreté. Et dans nos sociétés capitalistes, qui sont des sociétés de croissance, d'accumulation et d'enrichissement. L'économie est née quand même au XVIIIe siècle avec cette observation faite par Adam Smith. La science économique. Adam Smith, on doit lui reconnaître ça, il a vu quelque chose que personne avant lui n'avait vu, c'est un enrichissement généralisé des sociétés. De sa société, celle de l'Angleterre de l'époque. Il a vu ça, il s'est posé la question jusqu'où ça peut aller. Donc l'économie est née comme une science de l'enrichissement, c'est une science de l'enrichissement, et la pauvreté lui pose un problème. La pauvreté qui reste lui pose un problème. C'est un véritable problème pour les économistes. Et les économistes ont fait ce pari qu'il était possible d'éradiquer, alors on retrouve le mot radical dans éradiquer, déraciner, d'éradiquer la pauvreté, définitivement, de mettre fin à la pauvreté. Et pour ça, ils ont des tas de propositions, de théories, de modèles de croissance, tout ce que vous voulez. Je passe. C'est une constante du discours de l'économie, de mettre un terme à la pauvreté. Et donc de désigner aussi les pauvres comme étant des formes d'archaïsme. Le pauvre, quand on voit toute la richesse de nos sociétés, richesse matérielle, richesse au sens des économistes, j'entends, parce qu'il y a deux notions de richesse que je développe dans le livre, comme il y a deux notions de pauvreté. Quand on voit cette accumulation générale et cet enrichissement général des sociétés, la seule explication qu'il reste du fait que nous ayons encore des pauvres, c'est que ils sont
réfractaires à la rationalité économique. Ce sont des témoins d'une espèce oui, ce sont des... comment dire, je cherche un terme qui est là, mais il n'arrive pas à sortir. En fait, les pauvres sont des formes d'archaïsme. Voilà, ce sont des résidus de l'histoire que la croissance économique n'a pas encore réussi à emmener avec elle. Et donc ça pose effectivement un gros problème aux économistes. Ça en posait un à Ricardo, à Malthus, ça en a posé un tout au long du 19e siècle et au long du 20e siècle. Je développe quelque chose d'assez... J'ai cette toute petite prétention sur la pauvreté, quelque chose d'assez original. Je confirme. Sur le pauvre. Et je termine mon livre sur une figure qui est complètement oubliée de toute l'histoire de la pensée économique, c'est l'enfant. Ma dernière partie porte sur l'enfant, le pauvre et l'enfant. Pour l'économiste, Homo economicus n'a pas eu d'enfance. Descartes disait nous avons été enfants avant que d'être hommes. Vous vous rappelez le commentaire serait interminable. On en parlera après. Et là, les économistes ont oublié que avant d'être Homo economicus, eh bien, il y a l'enfant. Et l'enfant a une signification très importante que je mets en relation avec la pauvreté, la nudité de l'apparition de l'enfant au monde. Ça veut dire qu'il vient d'ailleurs du monde et il entre dans le monde nu. Et la grande question magistrale que l'économie a toujours évacuée ou cherché à ne pas prendre de face, c'est quel accueil notre économie fait à l'enfant et à l'enfance. Et ça me semble être l'un des problèmes majeurs. Et on peut dire qu'il y a des réponses différentes qui sont apportées par l'économie éthique, parce que précisément elle est centrée sur un lieu de vie, la demeure, pour prendre le terme de Lévinas, ou l'oikos, qui donne son origine au mot économie, chez les Grecs, et donc Aristote, ou l'économie sans lieu, une économie atopique, pas utopique, mais atopique, elle n'a pas de lieu. L'économie, la nation n'est pas un lieu, hein, vous êtes bien d'accord, hein. L'économie atopique de Smith et de toute l'économie politique, qui du coup ne sait pas faire une place à l'enfant. Et il n'est jamais accueilli. Par le nom de machine, dans lequel ne sont point compris les outils et instruments immédiatement employés par l'ouvrier, on entend parler de ces moyens artificiels nouvellement imaginés pour suppléer à un grand emploi de la main-d'œuvre, en substituant aux forces humaines des agents matériels extrêmement puissants, tels, entre autres, que la dilatation et la force expansive de l'eau réduite à l'état de vapeur. À l'aide de ce secours on est parvenu, dans certaines fabriques, à créer une masse de travail non salarié et à obtenir une quantité d'ouvrages faits, sans autre frais que l'emploi d'un capital, d'où il est résulté une diminution considérable dans la valeur échangeable des divers articles qui ont été produits de cette manière. Adam Smith s'est peu occupé de ces procédés, dont les effets d'ailleurs s'accordent avec les règles qu'il a posées, et s'expliquent par la définition qu'il a donnée de la valeur échangeable, et de ses parties constituantes. L'introduction des machines a pu apporter des changements dans la valeur relative d'un certain nombre d'objets de consommation et dans la direction de quelques branches secondaires du commerce, mais c'est une considération qu'on peut regarder comme étrangère au système général de l'économie politique. L'emploi des machines ne peut s'appliquer à ce qui constitue véritablement le fond du travail d'une société, le travail qui nourrit et qui loge les membres dont elle se compose, c'est-à-dire la culture des terres, l'éducation des bestiaux, la construction et l'entretien des bâtiments, et tous ces ouvrages journaliers qui naissent de l'occasion et des besoins du moment. Dans une nation quelconque, cette économie de la main-d'œuvre ne peut porter que sur une partie extrêmement faible du travail annuel, et cette partie sera encore bien moins considérable chez un peuple dont le gouvernement aura eu la sagesse de ne point forcer par des moyens violents, par des monopoles ou par des gratifications, la direction naturelle des capitaux, et ne les aura pas poussés outre mesure vers les manufactures et vers le commerce étranger, conduite si souvent blâmée par notre auteur, et dont les funestes conséquences ne peuvent manquer de se faire sentir tôt ou tard. Monsieur Ricardo attache une grande importance à l'emploi des machines, et il examine fort au long leur influence sur la valeur relative des objets qu'elles concourent à produire.
Dans le chapitre 1er de son ouvrage, en définissant la valeur en général, il établit un calcul pour démontrer qu'en certaines circonstances données, l'emploi des machines peut faire baisser de plus des 2/3 la valeur relative d'un article de consommation. Il suppose une machine dont la construction a coûté à son propriétaire 20 000 livres sterling, qui doit durer 100 ans sans dégradation, ni frais d'entretien, ni un moment d'interruption dans sa marche. Il suppose que pendant cette même période de 100 ans il y ait une hausse persistante. Donc on le prend uniquement comme homo économique. Les quelques discours que les économistes ont fait sur les enfants, parce qu'il y a quand même quelques économistes dans la salle, on les doit à Gary Becker, mais c'est consternant. Consternant, c'est un économiste de Chicago, prix Nobel, il considère l'enfant comme un produit qui a une valeur et dont il s'agit de maximiser le rendement par du calcul. Donc c'est une catastrophe morale et intellectuelle de la part de l'économie politique. Voilà, je suis désolé. Le livre fait 530 pages, je crois, à peu près. Lisez le livre. Alors, il est gros, mais je vous laisse faire une toute petite pause avant de passer la parole au public. Là, je pense que vous avez une petite idée des raisons pour lesquelles on parle d'économie et de philosophie. On a en préambule un point sur lequel nous étions d'accord, c'est que les philosophes, d'une manière générale, racontent n'importe quoi sur l'économie et réciproquement. Mais là, pour employer le terme des mondains, on repose le problème non pas à nouveau frais, mais historiquement. Alors certes pas dialectiquement, c'est un des grands reproches que je ferai, puisque avec Husserl et les autres références, on est chez les positivistes, mais et donc les ennemis de Hegel, de Marx, de la dialectique et de tout ce que nous essayons de diffuser ici, mais néanmoins, au moins on a les vrais termes du débat, le phénomène. Je ne suis pas du tout phénoménologue au sens de Husserl, comme vous en doutez, mais on a vraiment on a l'objet et on a différents sujets et on a surtout l'histoire. Donc on va pouvoir se faire une raison sur ce qui nous amène, notamment les gens dont on a parlé, un qui nous est cher ici évidemment c'est Marx, ça permet de le situer par rapport à d'autres gens qui ont été cités ici, y compris ceux que Marx lui-même appelait les économistes vulgaires, et encore il n'avait rien vu par rapport à ce qui a suivi, c'était encore plus catastrophique. Alors je confirme aussi ce qu'a dit Patrick Mardella, c'est-à-dire que Adam Smith n'était pas du tout un économiste vulgaire aux yeux de Marx, hein, c'est tout le contraire, et pas davantage Ricardo, pour lequel il y avait beaucoup d'estime, à l'inverse de Malthus par exemple, qui était l'exemple de l'économiste vulgaire. Et je confirme aussi évidemment, enfin c'est pas... je suis pas l'arbitre de la chose, mais tout en Pontifex Maximus, oui, Aristote, Marx était aristotélicien et pas du tout platonicien. Ça, il l'a dit très clairement et tout le monde le sait, à l'inverse de Hegel, par exemple. Donc, là, on a le débat, la vraie question à partir de laquelle on peut s'intéresser de nouveau à comprendre l'histoire de la pensée économique, à partir de là se faire sa propre idée des raisons qui nous ont amené à l'état absolument déplorable dans lequel se trouvent entre autres les confrères de Patrick Mardella, qu'ils soient d'ailleurs philosophes ou économistes ou sociologues ou prétendus tels ou politiques ou gestionnaires ou en charge de ce que Patrick Mardella a rappelé que la tradition appelle la crématistique. Voilà, là-dessus, peut-être qu'il y a des questions, j'espère. Alors voilà, il y en a tout de suite. Il y a Olivier là-bas aussi. Bon, on va les prendre dans l'ordre. Alors, est-ce que c'est bon pour toutes les 30 minutes là, tu as la question, hein, une question, pas aussi courte que possible. Pas un discours. Pas un discours. Une question. Si tu n'as pas de question, on va passer. J'ai des questions. Alors, une question, mais qui tient en 2 phrases. Hein. Oui, bah alors, comme vous êtes philosophe, vous savez que les questions, pour juger si elles sont pertinentes ou non, il faut un tout petit peu les problématiser avant. Je vais faire très court. Du coup, j'ai été un peu décontenancé en lisant juste l'introduction de votre livre, parce que j'ai pas effectivement retrouvé de l'économie. Alors la définition que j'en ai, c'est pas une définition néoclassique, c'est la discipline qui étudie comment,
dans le rapport à leur environnement naturel et social, des acteurs libres produisent, échangent et consomment des richesses, et pourquoi ils choisissent pour ce faire, à travers des coopérations et des conflits, certaines solutions plutôt que d'autres. Et donc, en fait, à ce titre, j'ai pas beaucoup retenu ça, et donc après, j'ai mieux compris ce que vous avez expliqué sur Husserl et sur votre usage de la phénoménologie. Alors du coup, ça m'amène juste à ma question. Je veux juste contextualiser un tout petit peu, donc je vais citer Husserl à propos justement de la réduction phénoménologique. Il nous dit donc, c'est dans le tome 1 des idées directrices, traduction de Ricoeur, page 63, « Notre ambition est précisément de découvrir un nouveau domaine scientifique dont l'accès nous soit acquis par la méthode même de mise entre parenthèses. Par conséquent, toutes les sciences qui se rapportent à ce monde naturel, je les mets hors de circuit, je ne fais absolument aucun usage de leur validité, je ne fais mienne aucune des propositions qui y ressortissent, fussent-elles d'une évidence parfaite. » Fin de citation. J'en infère donc en fait que vous voulez effectuer un procédé analogue portant non pas sur le monde naturel, mais le monde social. Et donc vous voudriez en fait saisir justement un vécu économique tel qu'il se donne, et d'autre part mettre hors circuit, comme vous l'avez un peu dit, ce que vous nommez les savoirs économiques. Alors du coup ma question, cette démarche, j'y arrive, voilà. Cette démarche phénoménologique à mes yeux, elle ne serait valide que si et seulement si nous avions une connaissance directe et complète de la réalité économique. Et cela suppose pour moi en fait donc une conscience non fétichiste du monde, c'est-à-dire capable de discerner les rapports entre les choses d'avec les rapports entre les hommes. Et donc cela supposerait d'avoir accès à un vécu qui n'est pas socialement médiatisé. Alors d'où ma question. Pouvez-vous donc nous expliquer dans quelle mesure votre démarche évite-t-elle l'écueil d'une vision mystificatrice de la réalité sociale? J'en ai une deuxième, mais voilà. Je vais laisser... Voilà. On répond d'abord à la première question, après on passera à l'autre question. Oui, je vous remercie. Très belle question et très belle citation des IDN, tome 1 de Husserl. Oui, c'est un très beau texte et ça décrit effectivement ce qu'est la démarche phénoménologique de la réduction pour accéder... Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs Husserl dans Husserl. Il y a le Husserl première période, et puis il y a un deuxième Husserl. Il y a aussi plusieurs réductions phénoménologiques, eidétiques, transcendantales. Donc, je n'entre pas du tout dans ces débats dans le livre. Je n'entre pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances techniques de la phénoménologie pour pouvoir lire ce livre. De même qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques de l'économie pour pouvoir lire ce livre. Il est, me semble-t-il, très accessible. Oui, c'est vraiment un livre, je confirme, lisez le livre, c'est un livre de vulgarisation, c'est un livre totalement accessible, c'est un des grands mérites, parmi d'autres, de Patrick Mardella et de son travail. Merci. Donc cette méthode, elle permet, dans les IDN, elle permet d'accéder aux choses à travers les vécus de conscience. Indépendamment, puisque c'est mis hors circuit, c'est court-circuité, c'est l'époqué en fait, qui est une démarche sceptique en philosophie, sauf que là où il n'est pas cartésien, il ne cherche pas à fonder quelque chose derrière. Il n'est pas du tout cartésien, Husserl, c'est même l'antithèse de Descartes. Mais enfin, on en reparlera. Oui, d'accord. Oui. Donc, il cherche à retrouver les choses à travers les vécus de conscience. Or, toutes les notions ou les concepts théoriques élaborés par la science qui constituent le prisme à travers lequel nous accédons à la réalité. Et c'est une démarche de philosophe. Si on considère que Platon est le premier grand philosophe, ce qui est un peu mon cas, la démarche du philosophe, c'est de dire ce que vous prenez pour la réalité, c'est en fin de compte une illusion. Ou plutôt, il y a une autre réalité. C'est le fameux mythe de la caverne. On peut le lire de différentes manières, mais en gros, c'est ce que le mythe de la caverne nous apprend. On est dans la caverne. Je pense que nous sommes dans la caverne, construite, peinte. La fresque des murs, des parois de cette caverne a été peinte par les économistes. Il y a 2 siècles. Et n'ont pas cessé de recouvrir et de repeindre ces parois. Et on est enfermé à l'intérieur de cette caverne, et nous croyons que c'est le monde. Nous croyons que nous sommes en compétition, que nous sommes en concurrence. Nous croyons que nous allons manquer, qu'il faut accumuler. Personne ne remet en cause le taux d'intérêt.
Aristote dit, dans le livre 1 de la politique, le taux d'intérêt est la chose que nous haïssons le plus, avec le plus de raison. Quand Aristote dit le plus de raison, ce n'est pas rien. Hein, il ne dit pas comme ça, c'est par sentiment ou je ne sais quoi, ou sensiblerie. Le plus de raison. Donc il faut sortir de cette caverne. Et je pense que la méthode phénoménologique, pour moi, mais on n'est pas obligé de la suivre, mais simplement moi je fais ce travail-là parce que c'est ma manière d'y accéder, permet de sortir vers la lumière. Indépendamment des rapports sociaux. Mais les rapports sociaux, on les retrouve après. Parce que Husserl, je sais qu'on lui fait la critique du solipsisme. Et donc, c'est particulièrement le cas, c'est la 5e méditation cartésienne qui est extrêmement difficile et dont il n'arrive pas à se sortir. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de lire ça pour lire le livre. Mais le Husserl de la Chrysis, c'est plus celui-là. Ce qu'il trouve, c'est le commun. C'est le commun. C'est la communauté des hommes et la communauté des biens. La richesse commune. Et les rapports sociaux sont là. Marx fait pareil, entre parenthèses. Et d'ailleurs, Marx, aujourd'hui, il y a beaucoup de lectures phénoménologiques. Je ne suis pas le premier, hein. Tranduk Tao a été un lecteur. Tranduk Tao, c'est une catastrophe aussi. Le problème marxiste est très simple. C'est exactement le problème ça va être très court. C'est le fameux passage sur l'argent donne de l'argent et supposé donner de l'argent comme les poiriers donnent des poires. Ça résume. C'est un commentaire d'Aristote. C'est le point de vue matérialiste marxiste. C'est un commentaire sur la question que vous venez d'aborder. Sur l'illusion mystique des représentations de la marchandise qui occulte. Là, on est en bon vulgate marxiste, les rapports sociaux réels et qui sont sous-jacents. On va passer peut-être à la question suivante, qui était... Est-ce que vous pouvez vous approcher un tout petit peu ? Je vous répondrai plus détaillé, vous me donnerez votre adresse. Oui, vous pourrez échanger après. Je voulais juste savoir si vous pouviez nous dessiner à grands traits ce que serait une économie fondée sur le don, dans lequel l'individu ne serait pas frustré ou angoissé par le manque, mais au contraire dans une certaine plénitude. Et dans laquelle aussi il y a une nature qui n'est pas hostile mais conciliante. J'aime bien toutes ces idées et comment ça se dessinerait dans une économie... Est-ce qu'il y a ça dans le livre ? Ou dans votre oui, mais je ne voudrais pas créer de fausses espérances. Je voudrais pas... Vous l'avez dit, vous ne faites pas de proposition. Non, je l'ai dit au début, hein, je ne propose pas de programme politique. Chacun se saisit... ça ne m'appartient plus d'une certaine manière, c'est au lecteur de s'en saisir. Je pense, si vous voulez, quand je dis une économie du don, je dis que tout commence par le don. C'est la première chose. Alors, je sais qu'on peut me poser et m'objecter la question, mais qui donne ? Je laisse ça en suspens. Hein, je le mets dans la parenthèse, voilà. Je le mets dans la parenthèse, c'est un peu facile. C'est un peu facile, mais... Je pourrais répondre, mais j'ai un train. Voilà. Je me défile, hein, excusez-moi. Mais comme dit Jacques Husserl, c'est en dernière instance. Voilà. Je réponds quand même. Je pense que nous avons des témoignages à travers le surgissement, l'éruption du pauvre, du don, et à travers la figure de l'enfant. Nous sommes tous des propriétaires, là. Je ne dis pas les propriétaires au sens capitaliste du terme, je ne dis pas les propriétaires au sens de l'économie politique. Je dis nous sommes tous des propriétaires parce que nous sommes tous ici des riches. Je ne parle pas des super riches ou des écarts de richesse. On est riche parce qu'on discute, parce qu'on parle, parce qu'on échange. On a ce loisir-là. Le pauvre, il n'est pas dans une relation d'échange avec nous. Ce qu'on fait là, c'est échanger. Le pauvre, il n'est pas venu là. Le pauvre, il vient, il est une figure très inquiétante. Très inquiétante. Parce qu'il vient remettre en cause la souveraineté de notre ego. Là, on retrouve du Descartes. Il vient interrompre la tranquillité de la jouissance de l'être que nous avons. Le pauvre, c'est la figure par excellence de l'altérité.
C'est aussi pour ça que je suis allé chercher Lévinas. Chez Lévinas, le pauvre, c'est pas un anonyme. Le pauvre, il est l'incarnation concrète de l'altérité. Et on ne va pas vers le pauvre. On ne va pas le chercher, on ne va pas le solliciter. Je ne suis pas Esther Duflo. C'est le pauvre qui vient. Et il vient et il nous bouscule. Parce que, d'abord, il ne nous parle pas, il ne nous demande pas des comptes. Parce que le langage des comptes, c'est le langage de l'État, c'est le langage de la monnaie, c'est le langage des mesures techniques. C'est le langage des installés, de nous. Le pauvre, il n'est pas installé. Il ne parle pas ce langage-là. Il vient, il crie. C'est tout. Il râle. Oui, pas les enfants, là. C'est autre chose. Il vient, il crie. Et, en fait, on l'entend ou on ne l'entend pas. On répond ou on ne répond pas. La question, après, elle nous est laissée. C'est la responsivité ou la responsabilité. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il n'y a pas 36 000 réponses à cela. Lévinas, il développe une philosophie de l'hospitalité. Pour être hospitalier, il faut avoir une porte. Il faut être installé. Il faut avoir la demeure. C'est ça qui est très important. Et chez Aristote, c'est à peu près la même chose, même si l'hospitalité n'est pas une notion grecque. Mais si ça frappe à la porte et qu'on entend « j'ai faim », on peut faire le sourd. C'est ce que, d'ailleurs, la théorie économique nous incite à faire. La parabole du boucher, du boulanger, du marchand de bière, très célèbre d'Adam Smith. On fait le sourd. On ne répond pas. Ou alors on ouvre la porte. Mais il faut bien avoir un chez-soi pour pouvoir ouvrir la porte. Il faut bien être un demeurant. Il faut bien être au demeurant pour pouvoir répondre au pauvre qui vient frapper. C'est là qu'une économie du don peut se faire, si vous voulez. Et je pense que ça, c'est révolutionnaire. En un sens très profond. Ça, c'est révolutionnaire. Parce que ça vient remettre en cause l'ordre des propriétaires. Parce que le pauvre, quand il arrive, il fait événement, chaque fois unique, comme dirait Derrida. Chaque fois unique. Il fait événement. Qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Il nous interpelle. Et c'est là que l'ego, le ego sum de Descartes, découvre qu'il est second, alors que chez Descartes, il est premier. Là, il découvre qu'il est second. Mais pour des raisons complètement différentes. Peut-être, mais l'ego sum est questionné dans son antériorité. Le pauvre, il nous fait prendre conscience qu'on est secondaire ou second. Et que la richesse du propriétaire, que je suis, que vous êtes, même si on n'est pas propriétaire au sens, encore une fois, légal du terme, peu importe. Je suis propriétaire de ma parole. Apparaît comme, reprenons la phrase de Proudhon, comme un vol, une usurpation. Donc c'est révolutionnaire. La figure du pauvre, elle remet en cause tout le discours de l'économie politique. Là, je suis obligé de vous couper un peu parce que c'est vous-même qui m'avez attiré mon attention sur le fait que vous avez un horaire bien précis à respecter. Je vous remercie. Ça nous laisse encore peut-être deux questions. Attends, le monsieur là-bas. 21h. J'ai encore un quart d'heure. Voilà. Vas-y Olivier. Mais il faut que vous ayez le temps de dédicacer le livre aussi. Ah oui, non, 2 minutes alors. Vous pouvez vous approcher un peu et être aussi laconique que possible. Très stimulant, ça donne envie de lire les bouquins. Oui, lisez le livre. Ouais. J'ai plusieurs questions. Bon, je vais très bref, parce que là on n'a plus le temps. Bon, la première question, donc, c'est sur la relation entre Aristote et Marx. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi, peut-être que j'ai mal compris. Tu nous dis que chez Aristote, il y a 2 mécanismes de formation des prix selon qu'on se situe dans une économie naturelle ou dans l'économie crématistique. Est-ce que c'est ce que tu as dit ? Non, parce qu'il n'y a pas 2 mécanismes. Il y a un mécanisme, ça c'est la mécanique marchande, c'est la mécanique marchande du capitalisme, et chez Aristote, il n'y a pas de mécanisme. Précisément pas de mécanisme. Il y a un accord de jugement. D'accord, donc le prix se détermine différemment selon qu'on se situe dans une économie naturelle ou dans une économie crématistique. Bien sûr. C'est ça ? Bien sûr. Alors si c'est ça, est-ce qu'il n'y a pas une différence avec Marx ?
Parce Voilà, que je peux vous donner la version de Marx, elle est très simple et très claire. Mais le point de vue de... Parce que Marx reprend cette distinction, notamment lorsqu'il distingue les deux formes de circulation de la valeur, MAM, AMA, Oui. MAM pour l'économie naturelle, échange de Oui, produits. mais la valeur et les prix, c'est pas la même chose. Oui, alors, mais c'est la valeur travail dans les deux cas. Oui. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une différence ici Non, non. Sur les prix, c'est très simple. Qu'est-ce qui fait les prix? L'offre et la demande. Pour Marx comme pour Adam Smith. Il n'y a aucune ambiguïté de ce point de vue-là. Donc on va passer peut-être à la question suivante. À moins que vous en ayez une autre. Allez-y. À Amiens, je répondrai à Amiens. Bon, voilà. Et une autre... Vous pourrez vérifier. Chez Marx, vous ici, vous n'avez pas de problème. Une Vous autre, sortez tout ce que vous voulez. un peu plus général, quand tu dis le problème de la pauvreté, c'est un problème pour les économistes. Est-ce que c'est pas un problème pour les pauvres eux-mêmes? Et puis même plus généralement, quand tu nous dis la concurrence, c'est dans la tête des économistes, est-ce qu'on peut dire que la concurrence, c'est uniquement dans la tête des économistes? Est-ce que c'est pas une réalité économique? C'est bien tes questions, Allez. c'est très bien. Alors. La pauvreté est un problème, c'est-à-dire elle est constituée comme un problème par les économistes. Les économistes, ça veut dire qu'il faut avoir les mesures objectives pour pouvoir appréhender la pauvreté, la définir comme un problème. Donc c'est vraiment un problème d'économistes. Les économistes ont développé, et encore Amartya Sen, qui aujourd'hui semble être le philosophe de l'économie, mais c'est rikiki là, Amartya Sen. C'est déjà dépassé depuis un moment. Il n'y a pas de... Il n'est plus du tout à la mode. C'est des mesures objectives, c'est-à-dire c'est des déterminations objectives dans des mesures de ce qu'est le pauvre. Le pauvre ne se vit pas comme un problème. Il souffre, c'est autre chose. C'est pas un problème, c'est pas la même chose de définir un problème que d'être dans les affects. Je pourrais citer Michel Henry, là, si tu veux, mais je vais pas le faire. Donc, et puis après, il y avait un deuxième... Voilà. Bon, alors, ta question, Nicole. Une question naïve. Et rapide, hein. C'est les plus difficiles. Rapide. Et rapide. Voilà, c'est à propos de ce que vous dites sur l'économie éthique. Moi, j'ai eu une expérience en 64 en Algérie, sous Ben Bella, où on était parti avec un groupe de l'Union des étudiants communistes, dont Robert Linhart et tout. Et on a, avec les gens, on était à Annaba, ils avaient des problèmes d'échange les uns avec les autres, de services, d'achat. On a fait une espèce d'économie du troc. Et qui était lié, enfin, c'est lié à ce que faisaient les Chinois à l'époque, quoi. Et on a été quand même, on s'est fait virer assez rapidement d'Algérie. Et qu'est-ce que cette économie éthique vous semble-t-elle pas terriblement utopique? Non. La question du troc. La question du troc, c'est une autre question. C'est d'abord c'est une question très technique chez les économistes qui discutent de la possibilité ou de l'impossibilité du troc. En fait, on sait que c'est impossible. Un troc généralisé, disons, sur le modèle de Walrasien, c'est absolument impossible. Mais des trocs existent, hein, des trocs bilatéraux simples existent. Ça, c'est pas un problème. Les enfants le pratiquent régulièrement dans les cours de récréation. Ça pose pas de problème. C'est pas ça qui en fait. C'est pas la suppression de la monnaie qui, par magie, rendrait éthique les rapports entre les individus. Ce qui est très important, c'est les jugements, c'est les paroles, c'est le langage. Quel est le type de langage qui est utilisé? Le langage vivant, le langage incarné, le langage des besoins de la vie, hein, c'est pas la même chose que le langage des prix. C'est encodé, ce langage-là. Hein. Aujourd'hui, on dirait que c'est des algorithmes. C'est pas du tout la même chose. Donc là, on est dans la technique, et dans l'éthique, c'est pas pareil. Alors, Donc, qu'est-ce qui pose problème dans l'abstraction? Parce qu'il y a une abstraction. Je peux comprendre que tu rejetais l'idée d'abstraction. Non. De formalisation. Je rejette pas l'idée Donc, d'abstraction. L'abstraction. Le problème... La critique de l'abstraction. Le problème, c'est que les économistes ont fait comme les physiciens. Tu sais d'ailleurs qu'il y a un modèle physique à l'économie, en fait. Hein, more heat than light, comme dit l'autre, hein, Mirovski. Les économistes ont construit des modèles et ça devient, et c'est à partir de ces constructions qu'ils définissent les problèmes. Comme en mathématiques, si tu veux, c'est la mathématique qui génère la possibilisation de problèmes. Et donc ça devient une substruction de notre réalité.
C'est pour ça que l'idée de destruction, ça c'est Heidegger, ou de déconstruction est importante. Parce que nous vivons l'économie, enfin on ne la vit pas en fait, hein, mais l'économie est totalement saisie dans ses substructions des économistes. Et comme économistes, on n'arrive pas à en sortir nous-mêmes. Mais ça, Voilà. date dès le départ, dès la formation de l'économie politique. Mais bien sûr. C'est le début de l'éthique à Nicomaque. Est-ce que dans toutes les sciences, on a besoin de l'exactitude? Qu'est-ce que ça veut dire, exactitude? Ex, comme dans existence. Actitude. Sortir de l'acte. C'est-à-dire une pensée qui est hors acte. C'est-à-dire une pensée qui est non pratique. La théoria, le philosophe se retire et il pense en dehors de toute action. C'est ça l'exactitude. Mais ça me gêne pas pour les planètes. Ça me gêne un peu plus quand on parle de nous. Voilà. De sortir de l'action, de la praxis. Compte tenu de votre horaire, on va considérer que c'est une excellente conclusion. Hein. Je vous laisse l'appréciation. Vous disposez encore quelques minutes pour acheter le livre. Vous le faites